On va reprendre, encore avec 1 minute d'avance. On va maintenant pas changer, on va rester dans les maladies cardiovasculaires, mais on va passer à l'AVC avec une présentation de Muriel Darmon, comme je disais, qui est sociologue spécialiste des questions de socialisation et directrice de recherche au CNRS, et qui est aussi une des co-responsables scientifiques du grand projet GENDI qui couvre toutes les recherches dont je vous ai déjà parlé et dont je vais vous parler encore. Voilà, donc Muriel est co-responsable avec Pierre-Yves Joffard, qui est économiste, Michel Kelly-Irving, qui est épidémiologiste, et moi-même. Donc on pilote ce grand projet de GENDI sur les inégalités de santé au prisme du genre, mais dans une approche intersectionnelle. Merci beaucoup, Muriel, d'avoir bien voulu, d'avoir accepté de venir nous présenter tes travaux sur l'AVC. Voilà, maintenant c'est l'heure. Moi, c'est bon, je n'ai pas besoin du micro. Donc, merci beaucoup à toi, Nathalie. Je récupère juste ceci. Merci beaucoup à toi, et je vais commencer sans doute, comme d'autres, en fait, effectivement, par te remercier sans te voler ton sac par la même occasion. C'est un remerciement tout à fait bienveillant de ma part. Donc, voilà, à la fois pour cette invitation à parler aujourd'hui, mais pas que ça, pour le travail un peu inlassable, infatigable que tu fais pour faire exister la question des inégalités sociales de santé, ou des inégalités de santé, comme tu préfères qu'on dise, mais justement aussi pour le travail parallèle que tu mènes pour que leur production sociale, leur construction sociale ou production sociale, leur fabrique sociale soit reconnue, soit utilisée. Et c'est peut-être le dernier des remerciements que je peux faire sur cette histoire cette question de l'utilisation, en fait, de ce qu'on fait quand on travaille sur la production sociale des inégalités. Des remerciements pour être un modèle aussi pour nous toutes et tous. Pas sur tous les points, je te rassure, mais sur un point en particulier, qui est cette alliance que tu fais sans fusion du tout entre les deux, entre le travail scientifique, exigeant, rigoureux, etc., et puis l'action transformatrice de santé publique, politique, etc. Donc voilà, à la fois sur ces deux plans et sur la façon dont tu arrives à ne rien lâcher sur aucun de ces deux plans, sans les fondre, sans les confondre l'un avec l'autre, et je pense que c'est très rare. Donc merci pour ça aussi. Donc du coup, pour passer à la partie séminaire, je vais donc vous présenter, comme Nathalie l'a anticipé dans la première partie, donc un cas d'étude, en fait, des inégalités de santé sur l'AVC, donc l'accident vasculaire cérébral, en montrant en fait ce que peut en dire une approche en termes de production sociale des inégalités de santé. Donc effectivement, je vais m'inscrire sous la double théorisation, ou conception de la chaire et du cours de Nathalie, donc à la fois la question des inégalités et d'autre part celle de leur production sociale. Du coup, je vais partir, donc à partir d'une recherche qui a été publiée sous forme de livre, je vais partir donc sur cette question des parcours post-AVC, en vous disant peut-être très rapidement voilà, que l'AVC est une cause majeure à la fois de mortalité, de démence et de handicap acquis chez l'adulte, qu'il peut brutalement faire disparaître ou empêcher de façon temporaire ou définitive un grand nombre de capacités de la vie quotidienne. Donc, par rapport à d'autres pathologies, en fait, la spécificité, et ce par quoi je vais travailler cet objet-là, sa spécificité, c'est que ces pertes, ces empêchements, ces disparitions, je l'ai dit, sont temporaires ou définitives, et donc il peut y avoir une récupération des compétences perdues. Donc ces compétences peuvent être dans des domaines physiques ou intellectuels très divers, du jour au lendemain ou plutôt d'un instant à l'autre. C'est la marche, la déglutition, la planification, la lecture, la parole, l'appréhension, etc.,
qui peuvent être altérées, mais comme je l'ai dit, ces compétences perdues ou ces déficits, comme disent les neurologues, peuvent être récupérés. Il y a tout un déploiement depuis maintenant des dizaines d'années d'institutions, de corps de professionnels qui vont être destinés à justement retravailler les compétences perdues, les faire récupérer et rééduquer les victimes d'AVC. Si ces rééducations post-AVC sont si importantes, c'est qu'en fait, il y a des différences de récupération, des séquelles qui sont variables d'une personne à l'autre, en fonction évidemment d'un certain nombre de critères médicaux qui sont bien connus. Donc, sans que ce soit ma partie, je les cite. Mais donc, les différences individuelles, les facteurs explicatifs de ces différences individuelles sont, par exemple, le délai d'intervention, qui est absolument capital dans les suites d'AVC, et j'y reviendrai en partie sous la question du délai féminin, dont on a déjà parlé. Donc, le délai d'intervention, le type d'artère bouchée, la localisation de la lésion, l'état du cerveau et du patient, les comorbidités, etc. Et donc la précocité ou la qualité de la rééducation, donc pas seulement le délai d'arrivée en quelque sorte aux urgences, mais aussi le délai et ensuite la qualité de la rééducation qui doit être engagée post-AVC. Donc, ces séquelles variables, je l'ai dit, donc font appel, s'expliquent par ces facteurs non médicaux, par ces facteurs cliniques et médicaux qui sont aujourd'hui bien identifiés. Donc, ma tâche ou mon rôle ou le travail que je me suis donné, peut-être plutôt en tant que sociologue de ces parcours post-AVC, ça a été de m'interroger sur les facteurs non cliniques qui pouvaient expliquer ces différences de récupération. Quand je vous le présente sous la forme des facteurs cliniques, vous pouvez vous demander dans quelle mesure peut-être le délai d'arrivée, et peut-être parce que vous avez entendu les explications de Nathalie Bajos avant, peut-être aussi la précocité de la rééducation. Là, vous voyez comment une sociologue pourrait travailler sur ces questions, mais effectivement, l'idée est de voir quels sont les autres, quels sont les facteurs non cliniques qui peuvent expliquer ces différences de récupération et donc les plus ou moins bonnes récupérations des compétences perdues chez le patient. Donc, sans vouloir totalement anticiper trop, nous allons à nouveau voir comment des différences de classe et des différences de genre, en tout cas chez les patients et les patientes, peuvent permettre d'expliquer certaines inégalités de récupération post-AVC. Et c'est ça ce que je vais essayer de vous montrer. Du coup, il s'agit d'un regard, comme vous le voyez, particulier, c'est-à-dire que ce n'est pas un regard qui va contrer le regard médical, bien au contraire, c'est un regard qui va aller chercher ailleurs, en fait, des sources d'explication ou des raisons, des explications aux différences de récupération. Et je ne savais pas qu'on serait dans la salle Maurice Alvax, mais du coup, là, je pense que c'est difficile quand on est sociologue de ne pas penser à un travail de Maurice Alvax sur la mémoire collective, où en fait, il avait avancé qu'à côté des explications cérébrales de la mémoire et des pertes de mémoire, il y avait des explications sociologiques, alors en vrai durkheimien, qu'on pouvait aller chercher ça dans les groupes d'appartenance de l'individu, la façon dont la mémoire, au-delà d'être un phénomène cognitif et cérébral, disait-il à l'époque, je crois, si je me souviens bien, est également un phénomène, voire est également un phénomène social, un fait social, voire un phénomène socialement produit. Donc pas seulement social, mais socialement produit. Et voilà, je suis quasiment émue en fait d'être dans la salle qui porte ce nom pour présenter ce travail sur l'AVC pour lequel la figure à la fois conquérante et puis extrêmement scientifique de Maurice Alvax m'a beaucoup inspirée. Donc
le point de départ, je vous l'ai dit, c'est en tout cas pour moi, ça a été d'expliquer les inégalités de classe et de genre dans les parcours post-AVC. Donc, si ça a été de les expliquer, c'est qu'elles existent, et de fait, avec un consensus assez fort, en fait, en tout cas en ce qui concerne les inégalités de classe. Donc là, le consensus épidémiologique se fait sur un ensemble, en fait, de corrélations entre la position sociale et les suites. Alors, j'utilise volontairement des termes qui sont les termes non médicaux ou cliniques, mais les suites d'un AVC et qui peuvent inclure toutes les issues possibles. Donc, les classes populaires, ou selon les études, et ça, j'imagine que vous en êtes voilà, tous et toutes déjà soit familiers, soit élèves de ces questions, mais donc les classes populaires ou les statuts socio-économiques les moins élevés, ou les individus ayant les diplômes les moins élevés, ou les pauvres, donc les individus ayant les revenus les moins élevés, ou les habitants d'un quartier défavorisé en termes de diplôme moyen du quartier ou de revenus moyens du quartier, sont plus touchés par les AVC, frappés plus jeunes, avec une mortalité à court terme qui est plus importante, une mortalité à moyen terme qui est plus importante, une sévérité de l'AVC, une gravité en termes, voilà, qui est plus importante, une moins bonne récupération à court terme après l'AVC, une moins bonne récupération à long terme après l'AVC, des handicaps qui sont plus importants, et enfin une qualité de vie relative à la santé, donc là c'est sur du déclaratif, qui est moins importante. Inversement, toute la chose, plus les classes moyennes et supérieures ou les statuts socio-économiques élevés, les diplômes élevés, les plus riches, les habitants de quartiers favorisés, etc., sont moins touchés par l'AVC. Ils sont touchés plus tardivement, avec une mortalité inférieure, une sévérité inférieure des symptômes, de la pathologie, une meilleure récupération et moins de handicap et une meilleure qualité de vie. Donc ça, c'est le constat assez terrible et consensuel. Autre constat tout aussi terrible, un peu moins consensuel du fait de la moindre, et c'est en train, ça change d'une année sur l'autre, les études se multiplient, mais il y a moins d'études sur les inégalités de genre que sur les inégalités de classe, mais celles qui existent sont globalement convergentes. Donc les femmes sont plus touchées par les AVC parce qu'elles vivent plus longtemps. L'âge est un facteur de risque pour l'AVC, donc du coup elles vivent plus longtemps, donc elles sont plus touchées par les AVC. Elles en ont une mortalité, elles en subissent une mortalité supérieure avec une moins bonne récupération, même à âge et à gravité de l'AVC contrôlé. Or, ces inégalités, donc aussi bien ces inégalités de classe que de genre, on ne peut pas, en l'état actuel des choses, elles ne sont pas entièrement expliquées par les études disponibles. Et même la plupart en fait, des études et des synthèses se terminent sur l'idée selon laquelle il reste énormément à comprendre et à expliquer du pourquoi de certaines de ces corrélations ou de certaines de ces inégalités. Donc, je passe sur celles qu'on sait expliquer, mais pour respecter à peu près le temps, mais une des choses qui ressort des différentes études, c'est que tout ne s'explique pas, notamment en termes d'inégalité de classe, tout ne s'explique pas par l'accès aux soins. Donc l'accès aux soins, c'est sans doute l'explication un peu la plus évidente et la plus visible, qui serait certaines populations ont moins accès que d'autres à une prise en charge de qualité, à une prise en charge rapide, etc. Donc ces effets-là d'accès aux soins, ils existent dans les inégalités, dans les parcours post-AVC, ils existent, mais ils n'expliquent pas, la totalité de ces différences de séquelles individuelles, de groupe, de séquelles des issues de l'AVC. Il n'explique pas la totalité des inégalités, par exemple, de classe, de récupération post-AVC et de handicap post-AVC.
Donc les études permettent de dire que quelque chose se passe dans ces services de rééducation qui sont pourtant accessibles dans un pays comme la France sans frontières de revenus comme c'est le cas aux États-Unis par exemple. Donc dans ce modèle de sécurité sociale universelle, ces services de rééducation sont accessibles, y compris aux populations les plus pauvres, les moins diplômées, etc. Et pourtant, il semble que ce soit l'efficacité de cette prise en charge en rééducation qui soit différente, variable, selon la classe sociale et selon le genre. Donc, c'est pour cette raison que une des manières d'essayer de comprendre et d'apporter quelque chose à ces questionnements sur où se nouent ces inégalités, où sont-elles produites, pour reprendre à nouveau le terme de la chaire, où sont-elles produites? Eh bien, une chose à faire, ça a été d'aller voir directement dans les services ce qui se passait concrètement avec les patients et entre les patients, les professionnels, l'institution, leurs proches, etc. Donc, c'est ce que j'ai fait dans une approche donc, qui s'appelle ethnographique, qui est donc de l'observation directe, qui est une approche tout à fait, une méthodologie de référence dans nos disciplines. Je ne sais pas si on pourrait dire ça comme ça, mais du coup, voilà, d'origine ethnologique, anthropologique. Et j'ai donc passé, donc là vous avez un certain nombre de temps, et même beaucoup de temps, parce que c'est ça aussi l'ethnographie, c'est pas seulement un reportage documentaire, on va vraiment vivre longtemps et observer longtemps, observer beaucoup de choses. Donc, dans un service de neurologie d'un CHU, dans un service de rééducation du même CHU et dans un centre de rééducation qui était où pouvaient être accueillis les patients du service de neurologie du CHU dont je parlais. Donc en fait, il y a des patients que j'ai pu suivre, pour le dire comme ça plutôt, il y a des patients que j'ai pu suivre depuis leur arrivée aux urgences du CHU, leur passage en neurologie d'urgence, neurologie conventionnelle, etc., jusqu'à leur sortie de rééducation, parfois plusieurs mois après. Donc il y a un patient 9 mois après, ce qui est une durée très longue de rééducation, mais enfin voilà, un patient sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'était ce cas-là. Donc j'ai observé les services, j'ai suivi ces patients, alors pas comme un médecin suit, pas comme une équipe soignante suit, mais en les suivant très concrètement, en les suivant en étant à leur côté dans toute leur journée et dans tout ce qu'ils avaient comme consultation, travail de rééducation, etc. J'y reviendrai un tout petit peu. Et en participant également à la vie du service, aux réunions, etc. Du coup, pour le dire très vite, et ensuite je le dirai un tout petit peu plus lentement, je propose en fait 2 types d'explications principales à ces inégalités de santé dans la récupération post-AVC. Et je vais utiliser en fait, je vais en quelque sorte associer un type d'explication sociologique différent en ce qui concerne le genre et la classe. Je pense que j'espère avoir montré, que les inégalités de santé de genre passent par des questions de valeur, de penser collectivement que et quand je dis collectivement, je veux dire professionnel, patient, proche, etc., qu'il y a certaines pertes qui ont moins de valeur que d'autres pour être récupérées. Et je pense que c'est par ce biais-là que passent les inégalités de genre, alors que je pense que les inégalités de classe passent par une question du fait que l'institution hospitalière, médicale, arrive moins bien à ce que certains arrivent à récupérer leurs compétences perdues. Donc là, comme ça c'est juste pour vous titiller un petit peu, et ce n'est pas, je vais rentrer tout de suite dans le détail. Donc là, je vais passer très très vite sur cette slide, car en fait, elle rejoint de façon, et puis vous pourrez, donc j'ai mis des références au début de ma présentation, justement pour pouvoir vous renvoyer à des travaux que j'ai déjà rédigés et pouvoir passer certaines slides un peu plus vite. Car je savais que j'avais prévu trop de choses, évidemment. Donc,
sur cette slide, je vais passer beaucoup plus vite parce qu'elle renvoie beaucoup à ce que Nathalie Bajos vient de présenter sur les parcours post-infarctus, on pourrait dire. En gros, là, pour expliquer les inégalités de genre, le délai de prise en charge est quelque chose d'absolument fondamental. Le délai de prise en charge dans l'AVC comme dans l'infarctus, c'est vraiment un facteur extrêmement important à prendre en charge pour les issues de l'AVC. Et de fait, on voit sur l'AVC exactement ce qu'on voit sur l'infarctus, avec des femmes qui réduisent le délai des hommes en ayant une littératie médicale, en ayant un capital culturel de santé, en ayant une connaissance des symptômes acquises lors de leur socialisation de genre, qui leur permet non seulement, en plus du care, mais de repérer, de savoir ce qu'il faut faire en cas d'AVC. Donc les femmes réduisent le délai d'arrivée aux urgences des hommes. Les hommes ne réduisent pas le délai d'arrivée aux urgences des femmes. Alors une des premières raisons, c'est que souvent, avec les mortalités différentielles des femmes et les espérances de vie différentielles des femmes et des hommes, les femmes sont seules, veuves, quand les AVC les frappent. Donc là, les hommes ne peuvent pas jouer ce rôle de témoin, mais aussi pour les raisons que Nathalie vient de développer, ce qu'elle a appelé dans un concept saisissant le double effet Kiss-Cool, je crois. Donc les hommes ne réduisent pas le délai des femmes et les femmes ne réduisent pas non plus le délai des femmes, c'est-à-dire qu'il y a aussi et c'est pour ça, là je vous renvoie à la BD de Margot Turca sur Mon petit AVC, où on voit comment, avant d'appeler les urgences, en fait, la narratrice qui souffre d'un AVC va prendre une douche, se raser les jambes, se laver les cheveux, appeler ses parents pour qu'ils viennent garder son bébé qui vient de naître, et tout ceci alors que son mari est parti au travail en se disant que probablement il n'y avait pas forcément péril en la demeure, parce qu'elle non plus ne pensait pas qu'il y avait péril en la demeure. Donc vraiment une approche par le genre, où on voit bien comment ce rapport de pouvoir incorporé va agir de tous les côtés, encore une fois le double ou le triple effet qui se coule bajosien. Pour en venir maintenant à des types d'explications qui font intervenir directement la rééducation. Là, vous voyez, j'ai parlé un petit peu, je n'ai pas réussi à m'en empêcher totalement, mais du délai d'arrivée aux urgences. Donc là, on est on est avant l'hospitalisation en rééducation. Donc maintenant, je vais vous parler de mon cœur d'enquête, si on peut dire. Donc, ce qui se passe en rééducation. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de la notion de valeur, et dans le livre, c'est plutôt cette notion-là que je travaille, mais disons que plus simplement et peut-être plus directement, tout le monde ici n'est pas sociologue, et c'est bien l'intérêt de ces interventions. Donc là, on peut parler d'une moindre ambition, en fait, plus simplement, plus directement, une moindre ambition collective pour les récupérations féminines. Donc ça, c'est pas du tout la même chose, alors je commence par en bas, c'est pas du tout la même chose que de mettre en avant le sexisme médical ou le sexisme des proches ou le sexisme d'une manière générale. Je ne nie pas du tout que ce type de phénomène existe dans le monde médical, c'est pas du tout une façon de dire que j'y suis allée, je n'en ai pas vu et que ça n'existe pas. En revanche, je pense que ce n'est pas ça, en fait, qui va expliquer ce qui se passe pour les femmes, pour les patientes, lors de la rééducation. Donc déjà, ce qui se passe, c'est que les pertes sont genrées. Les pertes, ce que les neurologues appellent les déficits, les pertes sont genrées. Ce que perdent les femmes ou les hommes, eh bien, ce ne sont pas les mêmes choses. Alors, ce sont peut-être les mêmes choses objectivement, mais en tout cas, ce ne sont pas les mêmes choses qui sont remarquées, qui vont entrer en existence, qui vont faire leur chemin jusqu'au dossier médical, etc. Et les femmes, les pertes féminines, qui sont par exemple beaucoup mises en avant pour les femmes et que je n'ai entendu que pour elles, ce sont les pertes physiques, esthétiques, de l'apparence, du visage, du corps, etc. Inversement, une perte dont on entend beaucoup plus parler pour les hommes, quand par ailleurs elle touche également, évidemment, suivant le type d'AVC, etc., elle touche également les hommes et les femmes, c'est la conduite automobile. En gros, c'est une perte qui est construite comme une perte majeure, très importante, contre laquelle il faut se battre pour les hommes, et construite à la fois par les patients,
par les équipes. Hein. Ce n'est pas du tout, encore une fois, quelque chose qui viendrait uniquement verticalement des équipes et de la prise en charge hospitalière. C'est les patients et les patientes eux-mêmes et elles-mêmes qui vont accorder ou pas de l'importance à ces pertes. Et donc là, vous voyez, donc, conduite automobile, esthétique. Donc je suis désolée, nous sommes dans un monde extrêmement traditionnel, le monde des années 50, peut-être vous vous dites, mais ce monde des années 50, il a encore cours, encore une fois, dans la tête et les corps de tous les participants du triangle rééducatif. Donc encore une fois, patients, équipe et puis proches. Donc une autre perte, l'exercice de la grand-maternité ou de la maternité pour les patientes jeunes et du soin à autrui, qui va amener en fait voilà, une équipe à présenter comme, bon, il faut que je passe plus vite, mais à présenter comme un projet de rééducation souhaitable pour une patiente qui vient d'être grand-mère, de pouvoir bercer donc à 48 ans, c'est une jeune grand-mère, c'est quelque chose voilà, qui émeut beaucoup à la fois la patiente, l'équipe, etc. Et du coup, son projet de rééducation, c'est de pouvoir bercer sa petite fille qui vient de naître. Et donc, le projet est défini, travaillé là-dessus, sans que, éventuellement, d'autres choses qu'elle aurait pu vouloir récupérer, encore une fois, à sa demande même, hein, ne soient investiguées. Donc ça, c'est là où on voit que le projet de rééducation est quelque chose qui va vraiment faire intervenir hein, tous ces alors peut-être dans d'autres on peut parler de biais ou en tout cas toutes ces préconceptions de ce qui a de la valeur ou pas pour une personne et aussi de quelle est la valeur de cette personne-là évidemment en retour. Donc le projet de rééducation, il est travaillé entre les équipes et les patients et du coup il va être porteur de de ces stéréotypes hein, qui là aussi j'utilise un terme pour aller vite, mais qui existent dans la tête de tout le monde, encore une fois, patients et équipes. Et du coup, les projets des femmes vont être, on peut remarquer, qu'ils vont avoir une moindre ambition dans l'amplitude. Là, je vous ai cité un exemple, donc là, moi aussi, j'ai pris des exemples parlants, mais potentiellement une moindre ambition dans l'amplitude de ce projet, qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on fixe comme objectif de la rééducation, mais aussi dans la durée, et ça, c'est quelque chose qui a été très frappant de voir les patientes que je voyais de manière répétée, en fait, mettre en avant le fait qu'elles voulaient sortir, qu'elles attendaient la date de sortie, etc. Et en fait, il y a deux groupes hein, qui demandent constamment aux médecins à accélérer la sortie de la rééducation. C'est les femmes et les hommes de classe populaire. Et les femmes en mettant en avant le fait de pouvoir retourner chez elles avec leurs proches, etc. Ce qui est parfois, et donc là aussi on retrouve exactement les choses que Nathalie a présentées, ce qui est parfois retravaillé qui est parfois retravaillé par l'équipe, d'autant plus facilement que ces stéréotypes de genre, voilà, ils existent dans, comme je l'ai dit, les conceptions de tout le monde. Et donc, on va avoir des formules de type, mais là, la rééducation, elle n'y arrive plus, il faut qu'elle puisse rentrer chez elle, s'occuper de son mari et de son chien, c'est ça, là où elle sera le mieux. Et encore une fois, si je ne parle pas de sexisme médical, c'est parce que pour bien vous montrer comment, en fait, cette formule, c'est du travail, c'est un travail médical bienveillant, c'est-à-dire qui se fait dans la culture professionnelle au plus près des demandes de la patiente elle-même. Donc on a comme ça une circulation hein, de ces préconceptions genrées qui nous habitent toutes et tous, mais donc pas seulement tous, également toutes, qui vont expliquer pourquoi voilà, guérir pour les autres, guérir pour l'équipe, guérir pour pouvoir rentrer chez soi, s'occuper de ses proches, etc. Le care devient un piège par rapport à des formulations ou des objectifs masculins de récupérer le maximum, rester le plus longtemps possible pour pouvoir récupérer le maximum. Du coup, je passe maintenant au deuxième type d'inégalité à expliquer, dont je souhaiterais donner rendre compte un petit peu, donc les inégalités de classe. Donc là, mon explication principale passe par le fait que l'hôpital, la rééducation en l'occurrence, fonctionne selon une forme scolaire qui va davantage bénéficier
à certains patients qui ont été plus longtemps scolarisés, par exemple, ou qui ont été davantage familiarisés aux formes scolaires de rapport au monde par leur appartenance aux familles de classe moyenne ou de classe supérieure, où ces formes-là sont les formes routinières, quotidiennes, familières et familiales. Donc du coup, cette forme scolaire de l'hôpital, ça peut être d'abord une impression d'enquêtrice, hein, je veux dire, les patients, patientes, dans leur chambre, ont des emplois du temps avec 9 à 10 orthophonie, 10 à 11 kinésithérapie, etc. Ces emplois du temps sont des emplois du temps exactement comme des emplois du temps d'élèves ou d'étudiants qu'ils doivent gérer, dont ils doivent être conscients, où ils doivent ensuite se rendre dans l'immense plateau technique qui réunit tous les professionnels de la rééducation dans les cas d'AVC. Donc voilà, aller en orthophonie, aller en neuropsychologie, aller en kinésithérapie, faire leurs exercices, etc. Donc dans une sorte de gestion de l'emploi du temps et de l'espace hospitalier qui ressemble en quelque sorte à un lycée, avec dans ces rééducations hospitalières un usage de l'écrit qui est constant. Donc là aussi, on pourrait se dire, cet usage de l'écrit, il a des justifications très fortes. Hein, il s'agit justement, pour les professionnels, il s'agit de contourner, par exemple, les difficultés de mémorisation ou d'anticipation que peuvent avoir les patients suite à l'AVC. Donc, on passe par l'écrit comme une béquille, mais cette béquille-là, eh bien, il y a des patients qui ont davantage l'habitude de marcher avec cette béquille-là, qui avaient davantage l'habitude de marcher avec cette béquille-là que d'autres. Et par exemple, le fait de faire des courses de faire une liste écrite pour faire ses courses n'est pas un universel de la rationalité humaine. C'est une pratique qui est située socialement. Donc en fait, le fait de passer par l'écrit pour, disons, court-circuiter le sens pratique, ou en tout cas pour ne pas avoir à penser à faire des choses, par exemple, c'est une attitude qui est une attitude de classe moyenne et supérieure cultivée, en fait. Et ce n'est pas un universel, et certains des patients vont avoir un problème, pas avec l'écrit en lui-même, mais avec le recours à l'écrit comme un outil, en fait, de vie quotidienne. De même, le bon patient est un bon élève. Il doit être concentré, il doit être réflexif, il doit être motivé. Donc là aussi, ça peut paraître évident, mais en fait, le type de concentration de part et d'autre d'un bureau, en étant minuté par le temps qui passe, en devant faire une épreuve sous le regard de la montre et de la professionnelle, en devant écouter les consignes, et pratiquer, et s'exercer en fonction de ces consignes, etc., ce type-là de concentration n'est pas non plus une concentration qui est neutre socialement. C'est un certain type d'attitude corporelle, sociale, qui est celui de la forme scolaire et qui est, je ne le dis pas à chaque fois, mais voilà, qui entre en résonance avec certains modes de vie, avec certaines habitudes, avec certains types de culture de classe et pas avec d'autres. Donc réflexif, c'est pareil, et les types de motivation qui sont privilégiés et dont l'institution a besoin pour travailler sont aussi des motivations qui sont socialement situées. Enfin, je vais parler des exercices, et là je vais vous en montrer, mais là aussi ce sera principalement une logique vraiment aguicheuse, je pense, parce qu'on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail, mais la rééducation à l'hôpital se fait beaucoup sur le modèle de l'exercice. Or, cet exercice, cette forme de l'exercice a été beaucoup travaillée par les sociologues de la forme scolaire, par tout ce qu'elle présuppose, en fait, comme rapport au monde, et notamment un rapport au monde à l'abstraction qui fait que, par exemple, un exercice typique pour évaluer l'attention des patients et pour évaluer l'attention des patients et pour savoir si... ça marche toujours le micro ? Oui, j'ai eu l'impression que... Pour évaluer l'attention des patients et pour savoir s'ils peuvent reconduire facilement, donc le type d'attention que réclame la conduite automobile, c'est une feuille avec des signes dont il faut entourer certains et pas d'autres. Et ça, donc, comme le dit un des professionnels en entretien, la feuille des D2, c'est la file des voitures sur le périph'.
le fait que cette feuille de papier, avec ses signes, cette consigne et le type de travail d'écriture, d'inscription sur cette feuille qu'il faut faire, ce soit l'équivalent de la conduite automobile, à nouveau, ce n'est pas quelque chose d'universel. Il y a des patients pour qui ce passage-là va être beaucoup plus parlant que d'autres patients pour qui la conduite automobile, c'est la conduite automobile, comme je vous montrerai. Donc, forme scolaire de l'exercice, arbitraire culturel, je vais vous montrer quelques exemples, et rapport à la pratique et à l'apprentissage. Donc, arbitraire culturel, juste pour éclairer, c'est de dire que le type de culture qui est présente dans les exercices fait appel à des modes de vie qui ne sont pas ceux de tous les patients. Et le rapport à la pratique et à l'apprentissage, on le verra peut-être plus en détail. Donc là, je vais juste filer assez vite en vous montrant donc c'est une série d'exercices que j'ai observés avec Monsieur K, qui est un homme, un ancien ouvrier de classe populaire d'origine marocaine, à qui l'ergothérapeute va faire une série de propositions et il doit trouver qu'est-ce qui est absurde dans les différentes phrases qui lui sont proposées. Or, ces différentes phrases qui lui sont proposées parlent d'une vie quotidienne qui n'est pas la sienne. Donc, parle du rôti de veau le dimanche midi, parle des vacances au ski, parle de comment on fait une annonce de mariage, en fait, dans un grand quotidien, et parle enfin, alors la Vox Populi dit que c'est l'exemple le plus parlant, parle enfin d'une fillette qui n'a pas pu se rendre à son travail car elle a la grippe, et il dit la grippe, c'est la grippe qui ne va pas, mais non, c'est parce qu'une enfant, en général, ils ne vont pas au travail, ils vont où? Et il dit, ah oui, à l'école, mais certains, ils vont au travail. Et de fait, au Maroc, la question du travail des enfants n'est pas une question qui est sans contenu, quoi. Donc voilà, donc ça c'est un exemple sur des choses qu'il ne fait pas bien. Autre exemple en revanche, et l'ergothérapeute sera très surprise en fait que le même monsieur K avec la même lésion dans son même cerveau, là en revanche ça se passe très bien. Et en fait, c'est des questions qui portent sur la pêche ou qui portent sur les liens familiaux. Moi, personnellement, les questions sur les liens familiaux, je les ai notées comme ça parce que je ne connaissais pas la réponse. Et pour le coup, là, il est... donc voilà, donc pêche, liens familiaux, ce sont des thèmes qui ont été... Enfin, on sait en sciences sociales que ce sont des thèmes traditionnels des mondes populaires et ou des mondes marocains. Ça, c'est pour l'intersectionnalité... bajotienne au risque du culturalisme. Mais du coup, voilà. Donc, en fait, quel est le problème dans ces exercices? C'est que ces exercices, ils sont là pour tester M. K, mais ils sont aussi là pour le rééduquer. Ils sont là pour lui réapprendre à raisonner, pour retrouver une plasticité cérébrale dont j'espère que je pourrais, enfin pour faire jouer, pardon, plutôt une plasticité cérébrale dont j'espère que je pourrais parler un petit peu. Donc voilà, donc ces exercices, ils peuvent réussir cet objectif sur d'autres patients, mais sur lui, non seulement ils ne parviennent pas à l'atteindre, mais en plus la répétition de ces exercices le replace dans une sorte d'hostilité par rapport au monde scolaire et au monde institutionnel. Et donc là, je vous passe d'autres exemples où en fait, il commence à s'énerver en fait lors des séances, ce qui est mis sur le compte de sa pathologie, parce que certains types d'AVC peuvent produire une désinhibition et un caractère frontal, etc. Donc en fait, pour l'équipe, c'est sa pathologie qui parle, mais on peut le lire aussi autrement comme voilà, un ancien mauvais élève avec un rapport hostile à l'école qui est là replongé pour le guérir alors même qu'il vient de subir un AVC grave dans une situation scolaire qui le réenfonce en quelque sorte ou le remet dans un rapport voilà, très d'infériorité et puis d'incompétence. Autre exemple, et puis je vous renverrai de toute façon, là je ne vais pas rentrer dans le détail,
Autre exemple, il y a un exercice fameux de neuropsychologie, comment on fait ses courses, enfin, voilà, où le patient doit lire une consigne de 2 pages et ensuite organiser, c'est un jeu, enfin, je pense qu'il y a pour beaucoup, et pour peut-être tout le monde dans cette salle, ce serait une sorte de jeu logique très prenant, mais donc il faut organiser une série de courses, en fait, en prenant en compte des contraintes et faire au mieux, trouver un optimum hein, de l'action. Et tous les patients, je parle un peu pour que vous ayez quand même juste un glimpse du journal de terrain, mais tous les patients que j'ai vus être soumis à cet exercice de classe populaire, tous les patients de classe populaire que j'ai vus être soumis à cet exercice, avaient la même réaction, mais abasourdie. C'est-à-dire, il faut lire les 2 pages. Moi, pour faire les courses, je ne me prends pas la tête, je prends ma voiture, je fais les courses. Le fait de passer par ce type-là de réflexivité et papier-crayon pour faire ses courses, etc., ne leur parlait pas. Et de plus, là, quand on a une situation comme ça, où petit à petit, ben voilà, le patient, en fait, s'embarrasse de l'exercice et puis commence à s'énerver et le rate quasiment volontairement. En fait, on peut comparer vraiment terme à terme aux travaux qui ont été faits sur le rapport des collégiens en rupture scolaire à l'école. Travaux par exemple de Millet-Étain, où on peut vraiment, si vous mettez les 2 journaux de terrain côte à côte, on a la même façon de ne pas lire les consignes, d'aller directement à l'exercice, parce que ce qui compte, c'est la réalisation de l'exercice et pas les consignes, c'est de faire bien par rapport à l'institution scolaire, mais pas les consignes, pas le passage par l'abstraction et par le détournement de l'action, etc. Bref, je n'en dis pas plus, mais cette situation manifeste de façon exemplaire la forme scolaire et le rapport, aussi j'en parlais tout à l'heure, donc le rapport à la pratique qui est différent, donc un rapport plutôt symbolique hein, chez les classes moyennes et supérieures diplômées, un rapport symbolique à la pratique et un rapport pratique à la pratique pour les classes populaires, voilà, qui s'illustre également dans cet autre exemple de comment on construit une maison pour oiseaux. Mais là, je vous renvoie aux différents textes ou aux questions, si vous voulez. Voilà, ça ne concerne pas seulement ces exercices très cognitifs, hein, la liste des courses, etc., mais aussi la moindre récupération, comment on marche, comment on avale, la déglutition. Voilà, ces compétences physiques-là, motrices, hein, comme on dit dans les services, sont travaillées, elles aussi, à partir d'une forme scolaire, malgré les apparences. Et donc, cette forme scolaire, elle est massive et elle va expliquer, pour moi, elle explique ces inégalités de récupération. Encore une fois, même à AVC équivalent, même à gravité de l'AVC équivalent, et même à récupération, même à hospitalisation en rééducation équivalente. Du coup, ces inégalités font aussi intervenir des conditions sociales en fait, au bon travail des proches, mais je n'en dirai rien. Et je vais juste terminer, donc 5 minutes, 7 minutes, un truc comme ça, pour laisser du temps pour les questions, sur voilà, juste une série de réflexions à la fois du côté neurologique et puis du côté un peu santé publique aussi. Donc, tout d'abord, il me semble que ce travail que j'ai fait, donc en tant que sociologue, il me permet de rencontrer, en fait, deux notions importantes pour les neurosciences. Tout d'abord, la réserve cognitive, de les rencontrer et puis de les regarder un peu différemment, de les interroger, de les discuter, etc. Et donc ça, c'est quelque chose que pour moi, je n'ai pas encore assez fait. Et donc, je souhaiterais voilà, poser là, y compris pour pouvoir initier des discussions là-dessus. Donc, la réserve cognitive, c'est quoi? C'est quelque chose qui est mesuré pour les neuropsychologues, notamment, avec qui j'ai parlé de ces questions avec les neuropsychologues de mon terrain d'enquête, mais c'est quelque chose qui est mesuré par le diplôme et qui désigne en fait l'effet protecteur
que le diplôme, le fait d'avoir un diplôme, d'avoir acquis un diplôme quand on était jeune, va donner à certaines personnes pour expliquer que les effets, les séquelles de l'AVC seront moins fortes pour les personnes diplômées que pour les autres. En fait, la réserve cognitive, c'est une hypothèse qui sert à expliquer le décalage, la résilience de certains patients par rapport à l'atteinte cognitive. Le décalage entre leur atteinte par l'AVC et puis les séquelles qu'ils en auront. Donc je ne rentre pas dans le détail, j'espère par ailleurs, enfin c'est toujours quand on s'aventure sur des disciplines qui ne sont pas les siennes, j'ai fait mon homework, comme on dit en anglais, mais voilà, j'espère que ce que j'en dis est juste. Mais du coup, cette hypothèse de la réserve cognitive, là où elle est intéressante pour des sociologues, c'est qu'elle elle se confronte assez immédiatement avec un autre de nos concepts, enfin avec un de nos concepts importants, la notion de capital culturel, hein, qui a été conceptualisé, théorisé par Pierre Bourdieu, et qui désigne en fait le capital scolaire qui est transmis, hein, dans certaines familles, donc qui se transmet des parents aux enfants, mais qui n'est pas seulement un capital. Donc on sait qu'il y a une reproduction, hein, des diplômes, une reproduction générationnelle des diplômes, mais parce que c'est pas comme on transmet un capital économique, ça ne se fait pas de la même manière, ça se fait par les processus de socialisation qui vont faire que les enfants qui sont élevés dans des familles au capital culturel important vont eux aussi acquérir un capital culturel important parce qu'ils vont acquérir à la fois des savoirs et puis un rapport au savoir, un rapport à l'école notamment, qui va être à la base de leur obtention des diplômes, etc. Et donc, dernière chose, ce capital culturel, c'est aussi un capital qui a valeur dans une institution donnée. En fait, c'est une certaine forme, par exemple, le rapport réflexif au savoir appartient à un type de capital culturel, hein, le fait d'être réflexif par rapport au savoir transmis, etc. Et donc, vous voyez bien que ce rapport réflexif au savoir, il est valorisé par l'école comme il va être valorisé par l'hôpital. Donc, en fait, pour expliquer pourquoi, en fait, les diplômés récupèrent mieux d'un AVC que les non-diplômés, vous avez d'un côté la réserve cognitive qui va expliquer que c'est parce qu'ils ont obtenu que le moment d'obtention du diplôme dans leur jeunesse a constitué une réserve cognitive sur laquelle l'AVC vient taper. Et vous avez de l'autre côté, et je ne trancherai pas pour ma part, mais voilà, vous avez de l'autre côté une approche sociologique qui va montrer que le capital culturel qu'ont ou que n'ont pas les patients dans l'hôpital va agir sur toute leur interaction avec les professionnels, va agir sur la façon dont ils vont ou pas être hostiles par rapport à l'institution de rééducation, dont ils vont ou pas accepter de faire un exercice, en plus d'expliquer, et ça comme le fait la réserve cognitive, qu'ils vont mieux réussir l'exercice quand ils ont un capital culturel important. Mais cette question des compétences, de comment certaines compétences sont préservées grâce à l'effet du diplôme, on sait juste la corrélation pour le coup, cette question des compétences, elle est, il me semble, l'unique objet d'interrogation des approches en termes de réserve cognitive, alors que pour les sociologues et pour les approches en termes de capital culturel, elle n'est pas du tout l'unique objet. On va s'interroger sur la façon dont c'est tout le rapport à l'institution et c'est toutes les interactions de santé qui vont en fait expliquer la moins bonne rééducation, le fait que les personnes moins diplômées vont moins bien bénéficier de la rééducation. Pour finir, là aussi, j'espère que ce n'est pas trop compact, mais deuxième notion voilà, il me semble, mes travaux permettent d'interroger du point de vue des sciences sociales, c'est la plasticité cérébrale. Donc ça, c'est vraiment là, dans les services, voilà, effectivement, c'est là-dessus que toute l'institution compte, en fait. C'est ça ce qui explique la rééducation post-AVC, et c'est en comptant sur cette plasticité cérébrale que tout le travail se déploie. Donc, mais du coup, ce qui apparaît, en fait,
dans l'observation ethnographique, c'est que les professionnels vont compter sur la plasticité, mais qu'ils ne vont pas toujours parvenir à la plasticité, parce que entre, en quelque sorte, le travail des professionnels et la plasticité, il y a le mur, en fait, de la société. Je ne suis pas sûre que cette métaphore soit la meilleure, mais donc je la retire. Mais en tout cas, le fait de parvenir à toucher les patients, et les patients de toutes les classes sociales, même ceux qui n'ont pas un rapport scolaire au monde, même ceux qui n'ont pas les caractéristiques du bon patient, etc. C'est ça ce qui me fait dire qu'il faut pas seulement compter sur la plasticité, il faut la rendre socialement possible. Et qu'est-ce que pourrait être rendre socialement possible la plasticité? En fait, du coup, dans voilà ces remarques que je souhaitais faire. Il y a l'idée que, en quelque sorte, mon travail aboutit à dire que l'hystérésis des habitus, qui est aussi une autre notion de Bourdieu, que l'hystérésis des habitus, la personne sociale, en fait, résiste à la plasticité cérébrale. C'est-à-dire, en quelque sorte, le mur dont je parlais tout à l'heure, c'est celui de l'hystérésis des habitus, de la rémanence de la personne sociale et du fait que les patients ne sont pas des patients neutres socialement, mais leur résistance, leur disposition, la façon dont ils sont devenus ce type de personnes-là, va résister, dans certains cas, à l'action de l'hôpital sur eux-mêmes. Donc du coup, voilà, une des questions que je me pose, et que je me pose vraiment depuis la fin de mon terrain, c'est est-ce qu'il y aurait des manières de savoir si les effets dans le cerveau des patients seraient les mêmes quand on leur fait un exercice, quand on leur fait passer un exercice qui est cohérent, qui est en phase avec leur habitus, avec leur culture de classe, si je veux le dire plus rapidement, par rapport à un exercice qui n'est pas en phase. C'est-à-dire, est-ce qu'en gros, on pourrait matérialiser, observer en fait cette hystérésis des habitus, c'est-à-dire la façon dont les dispositions sociales vont plus ou moins permettre les effets de plasticité cérébrale sur lesquels comptent les équipes. Donc voilà, je pose cette question comme ça. Et je termine peut-être juste en une minute en disant, voilà, sur le côté un peu plus, j'avais dit, voilà, le côté aussi, je suis bien consciente que c'est aussi une chaire de santé publique, et donc je ne voudrais pas terminer sans dire au moins 3 mots, mais pas plus de 3, promis, enfin 3 items, quoi. Ça fait plus que 3 mots, mais sur qu'est-ce que je propose qu'on fasse de ça? Alors déjà, en fait, ce que je propose, c'est j'ai fait beaucoup de conférences dans des services ou dans des séminaires médicaux ou dans des congrès des professionnels, et à chaque fois, ce que je dis, c'est que moi, je propose des outils des sciences sociales, et donc je pense, comme Nathalie Bajos, que c'est très important et qu'on a vraiment quelque chose à apporter sur le genre, sur la classe sociale, sur d'autres choses. Donc voilà, je propose des outils, mais en revanche, je ne peux pas proposer une manière de s'en servir, parce que la manière de s'en servir, pour le coup, ce sont les médecins, les équipes, les professionnels de la rééducation qui les ont. Donc en fait, il s'agirait plutôt de proposer des discussions sur les outils qu'on propose, et puis ensuite la façon, les usages qui pourraient en être faits. Mais ce n'est pas à nous, en fait, de dire les usages. Donc voilà, sur les classes populaires, je pense qu'il faut davantage de discussions avec les sociologues des mondes populaires pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut sortir de la forme scolaire, et est-ce que c'est souhaitable, et voilà. Pour les femmes, réduire le délai, donc ça, je vous renvoie à ce qu'a dit Nathalie Bajos. S'assurer du choix du projet, c'est effectivement s'assurer que quand une patiente dit que ce n'est pas important pour elle de reprendre la conduite automobile, vraiment, ce que je dis souvent aux équipes, c'est qu'il faut demander 2 fois, quoi. Juste pour les femmes, demander 2 fois, et non pas se contenter d'une seule réponse. Et donc, voilà. Et la dernière remarque, c'est, je pense que pour combattre les inégalités, alors ça c'est souvent une remarque qui est favorablement accueillie dans le monde hospitalier, mais pour combattre les inégalités sociales, il faut plus de monde, il faut plus de professionnels que pour les laisser jouer.
C'est-à-dire plus il y a de pénurie, par exemple d'orthophonie, de neuropsychologie, de kinésithérapie, plus les patients de classe moyenne et supérieure vont parvenir en fait à mieux demander et à mieux bénéficier de la prise en charge. Et donc là, c'est pas une pure logique politique, c'est vraiment au vu de la manière dont fonctionnent les inégalités sociales, la pénurie de postes à l'hôpital est la pire des choses parce qu'elle laisse totalement jouer les inégalités sociales et la reproduction des inégalités sociales à plein. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.